Merci beaucoup. Eh bien, on se retrouve sur cette dernière demi-finale avant de passer à la finale le 1er juin. Et donc, on va déterminer qui rejoindra l'ENS à la mairie du 14e. Donc, ce soir, nous abordons le thème de l'humanité et le naufrage. Et tout d'abord, un petit rappel des règles, histoire de dire, mais bon, je pense qu'en demi-finale, vous devez connaître les règles. Je taperai donc le temps à 4 minutes 30 de cette manière, qui vous dira que vous avez donc 1 minute pour conclure. À 5 minutes, je vous dirai veuillez conclure. Et à 5 minutes 30, je dirai veuillez vous rasseoir. Si à 5 minutes 30, une fois que j'ai dit veuillez vous rasseoir, vous continuez à parler, vous êtes voilà, vous êtes éliminé. Si vous faites en dessous de 4 minutes 30, vous êtes également éliminé. Pour l'affrontement, la question n'est pas chronométrée, mais c'est une question. Donc, Ilyes vous coupera si vous ne posez pas une réelle question. Donc, une question, c'est pas un argument plus une question. Et ensuite, pour l'affrontement, à 15 secondes, je taperai pour vous signifier qu'il vous reste 15 secondes pour terminer. Et à 30 secondes, je retaperai pour vous dire que vous avez terminé votre réfutation. Évidemment, le temps de l'affrontement n'est pas nécessairement éliminatoire et vous devez terminer votre propos, sinon c'est pas drôle. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Vous n'avez évidemment pas le droit aux outils électroniques, téléphone, etc. sur les tables, mais je crois qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Et ni ici, les seules mesures du temps seront les miennes. Et si le public vous aide par rapport à la mesure du temps, vous serez éliminé avec eux. Enfin, avec eux, le public, je vois pas trop bien en quoi, mais voilà. Eh bien, super, s'il n'y a pas de questions, on va donc commencer. Sur le thème l'humanité, le sous-thème l'humanité, le naufrage, le premier sujet, l'homme se perd-il toujours dans sa propre démesure ? Pour la joute de Vinci, Alaric. Cela doit faire 3 jours que je n'ai pas trouvé le sommeil. Cela doit faire 4 semaines que je n'ai pas touché la terre ferme. Et cela fait déjà plus d'1 année que je n'ai pas embrassé ma mère. Mais ça fait seulement 2 heures que nous avons perdu la trace du Moby Dick. Et le calme n'est toujours pas rentré sur le bateau. Le capitaine chahute et crie à qui peut l'entendre que nous n'arrêterons pas avant d'avoir mis cette maudite baleine dans un bocal. Cette obsession nous a tous rongés à grand feu. Ce rêve démesuré d'attraper le Moby Dick nous perdit tous dans les limbes de l'océan. Dans toute cette démesure, l'homme se saborde personnellement. Dans toute sa démesure, l'homme casse sa boussole. Dans sa propre démesure, l'homme se perd forcément. Quand je dis se perdre, j'entends ce qui nous définit, perdre ce qui nous définit, nos valeurs, notre conscience, parfois même notre humanité. Se perdre, c'est perdre qui on est. Et le coupable de tous ces crimes, c'est la démesure. C'est cette obsession maladive qui dépossède l'homme de sa conscience. Car l'homme démesuré use toute sa vie pour une idée, un concept, un objectif. Et c'est là qu'il se perd, dans une recherche autre. Regardez Caligula. L'empereur Caligula se proclamait Dieu. Il n'avait aucune entrave à sa liberté. Il l'exerçait pleinement, sans aucune mesure, au point même de demander la lune. Et Caligula se perdit dans une insatiable cruauté. Ainsi, la démesure entraîne la perte de l'homme parce qu'elle le détourne de lui-même. Et donc, quand on dit qu'une personne est démesurée, c'est qu'il a fait tout son pouvoir, il a pris tous les risques, il a pris tout son temps, il a mis tout son corps, son esprit au service de quelque chose qui n'était pas lui-même. Une minorité qui a mis de côté ses amis, sa famille, ses valeurs. Néron, Napoléon, Caligula,
ont tous fini seuls et délaissés. La démesure implique qu'il faut s'y abandonner. Et en s'y abandonnant, à cette quête insensée, on se détourne de nous-mêmes. Et c'est là qu'on se perd, toujours. L'amour, est un parfait exemple de la démesure. Un amour total, déraisonné. Un amour trop grand pour notre pauvre carcasse. Je donnerai tout pour toi. J'irai cueillir chaque fleur de chaque jardin pour te les offrir en bouquet. J'irai décrocher chaque étoile pour t'en couronner. L'amour est démesuré. Et justement, cet amour-là rend aveugle. Combien d'histoires tragiques ont commencé par l'amour? On n'est jamais plus perdu que quand on ne voit pas le chemin qui est devant nous. Et c'est en cela que la démesure nous détourne de nous-mêmes. Nous nous y perdons toujours. Et plus grave encore, et cet exemple de l'amour nous le montrait justement, la démesure entraîne l'inconscience. Agissant contre lui-même, l'homme rompt avec sa raison. Et la raison suppose la capacité de se préserver, de se juger. Car quand la démesure entre par la porte, la raison sort par la fenêtre. Et donc, il devient progressivement inconscient et de ce fait de plus en plus perdu. Regardez chez les Grecs, l'Ibris était la déesse de la démesure. Et il était dit que là où l'Ibris s'installe, la guerre est à portée de main. Et qu'est-ce que la guerre sinon la plus grande perdition de l'humanité? Maintenant, d'un point de vue purement philosophique, la démesure c'est aussi le refus des limites. C'est se prendre pour Dieu. L'homme ne se contente plus d'être qui il est, être de Dieu, être humain. Le suffit plus, justement, il veut être Dieu. Il veut dépasser, il veut s'élever. Qu'importe les sacrifices, qu'importe les meurtres, qu'importe les incendies. Il ne cherche plus à vivre, il cherche à dominer, à asservir, à conquérir, à accumuler. Toujours plus, à être au-dessus de tout le monde, encore et encore. Il dresse des tours, comme Babel. Il veut atteindre les cieux, comme Icare. Il ne veut plus toucher terre comme nous, pauvres mortels. Il veut être l'égal des dieux. Et c'est bien à ce moment-là qu'il se perd le plus. Il refuse d'être qui il est. Il refuse de voir sa propre faiblesse, sa propre humanité. Nous ne sommes pas des dieux. Nous devons rendre des comptes. Babel s'est écroulé. Icare s'est brûlé les ailes. Et dans cette ascension sans fin, dans cette démesure qu'il ne contrôle plus, l'homme ne grandit pas. Il se perd. Merci beaucoup. Je vais donc demander à sa contradictrice de bien vouloir le rejoindre et poser une question. Qui s'est vraiment perdu dans les démesures? Le capitaine Achab, accomplissant son idéal, ou son équipage, qui l'a tué alors qu'il l'implorait d'arrêter? Mais celui qui a accompli sa démesure, c'est le capitaine. Le capitaine était démesuré. Il cherchait son but qui était de tuer cette baleine et il a détruit son équipage. Il a détruit tout ce qu'il avait autour de lui et tout le navire. C'est bien. Vous essayons donc avec cette thèse de prouver que l'homme se perd dans sa démesure. Mais le seul qui était démesuré dans cette histoire, c'est le capitaine Achab. Son équipage ne le suivait pas. Son officier l'implore d'arrêter. Et c'est eux qui se sont perdus. Lui, il a accompli son idéal et il est mort en l'accomplissant. Ah non, il s'est totalement perdu, parce qu'il a perdu déjà la vie, il a perdu son but parce qu'il ne tue pas la baleine, et donc c'est lui qui a été démesuré, c'est lui qui s'est perdu, et bien entendu il a entraîné la perte de beaucoup d'autres personnes, mais c'est sa démesure qui a entraîné sa propre perte. Et donc, à la négative, pour le laboratoire HEC, Lucie. Nous sommes quelques heures avant le chaos, avant ses voiles se mettant à claquer, avant ses mâts se pliant avec violence. Le commandant, seul sur la passerelle, scrute l'horizon.
Une tempête se profile. Il a lu les prévisions, les avertissements, et sait ce que cette mer réserve à ceux qui s'y aventurent ce soir. Mais son ambition est si démesurée qu'il décide malgré tout d'avancer. Qui oserait prétendre que ce pauvre capitaine s'est perdu dans sa propre démesure? Comme s'il s'agissait d'un égarement passif, presque accidentel, d'un homme emporté par un courant qu'il n'aurait pas vu venir. Pourtant, on ne se perd pas dans la démesure lorsqu'on y entre les yeux grands ouverts, lorsqu'on choisit d'outrepasser sans vergogne les limites ordinaires. Regardez l'histoire. La surconsommation, la surexploitation, les conquêtes les plus voraces ne sont pas le fruit d'une ignorance. Elles sont calculées, planifiées et parfois même pleinement assumées. Invoquer la perte de soi reviendrait à réduire la responsabilité des individus et des sociétés ayant commis ces excès. À supposer qu'ils ne savent jamais dans quel chemin ils s'engouffrent. Pourtant, contrairement à la bête, l'homme est capable d'avoir des repères. Il discerne, délibère et est même capable d'imposer ses propres entraves, morales, sociales, environnementales ou même légales. Tant de limites que l'on transgresse parfois en toute lucidité. Le capitaine Achab, que vous mentionnez, avance, malgré les supplications de son héritage. Nos gouvernements s'enlisent dans l'inaction climatique, alors même que nous sommes conscients du naufrage à venir. Comment, dans ces conditions, soutenir que l'homme se perd dans sa démesure lorsqu'il connaît la trajectoire à éviter? La vérité, c'est que la démesure ne naît pas d'une ignorance fortuite. Elle est humaine, propre au seul être capable de naviguer entre le grandiose et l'abject. Alors, là où certains interprètent dans cette démesure une perte, une autre lecture s'impose. Souvent, c'est bien dans la démesure que l'homme se retrouve, que son humanité se dévoile pour le meilleur comme pour le pire. Quel animal saurait faire preuve d'un amour démesuré au point de tout quitter pour l'être aimé, d'un courage si grand qu'il irait jusqu'à se sacrifier et se jeter à l'eau pour sauver une inconnue, d'une passion si dévorante qu'il y consacre sa vie? Dans ces moments-là, l'homme ne se perd pas, il affirme sa singularité, la seule qui soit capable à la fois de s'affranchir de ses limites instinctives et des calculs rationnels les plus froids. Cette démesure-là, cet amour inestimable, ne noie personne. Il nous découvre. Et cela vaut aussi pour cette démesure qui s'exerce trop souvent au détriment des autres. Mais là où vous voyez un égarement, il faut y voir un dévoilement. Car plus que l'erreur, c'est bien l'horreur qui est humaine. Pensez à Néron, par exemple, que vous avez mentionné, juché sur les hauteurs de Rome, contemplant sa ville en train de s'embraser dans les flammes. En toute allégresse, ce n'est là pas un homme perdu. C'est un homme mis à nu dans toute sa noirceur la plus assumée. Et c'est précisément parce que la démesure révèle l'homme plutôt qu'elle ne le perd qu'elle engage notre responsabilité. Car si cet excès nous condamnait toujours, personne ne convoiterait la démesure. Mais dans les faits, l'histoire dit autre chose. S'il y a bien une chose qui se perd, ce n'est pas ceux qui déploient la démesure, c'est les autres. Bien souvent, c'est la démesure des uns qui entraîne la perte des autres. On ne se perd pas dans notre propre démesure. On se noie dans celle d'autrui. On nous parle de l'homme comme d'une entité homogène, indivisible, comme si nous étions tous sur le même bateau, tous également responsables, tous également vulnérables. Mais il n'en est rien. Peut-on décemment incriminer l'homme dans son universalité lorsque les 1% les plus fortunés polluent autant que les 2/3 les plus démunis? Peut-on prétendre que nous sommes tous auteurs d'une dérive causée par quelques-uns lorsque ces derniers s'enrichissent, se protègent, s'exilent dans des forteresses écologiques? Ce qui se perd vraiment, ce ne sont pas eux, ce sont les îles qui disparaissent, ces forêts que l'on arrache, ces populations ruinées par les sécheresses à répétition. Et nos enfants, impuissants face à l'hubris de leurs aînés. Vous englobez tout l'équipage dans la cause du naufrage. Mais ne dit-on pas que le capitaine est le seul maître à bord après Dieu? À généraliser à outrance, vous effacez et omettez l'inégale répartition des responsabilités comme des vulnérabilités. Ainsi, la démesure du capitaine l'aura-t-elle mené au bout de son ambition insatiable. Et jamais il n'aura perdu de vue l'idéal qui a guidé ses pas toute sa vie.
Mais ce ne fut pas le cas de tous. Car dans la démesure, comme face au naufrage, nous ne sommes pas égaux. Merci beaucoup. Je vais donc appeler son contradicteur à bien vouloir venir et poser une question. Néron s'est suicidé. En quoi un suicide est un dévoilement ? Vous savez, vous avez souvent un petit peu parlé de la mort, etc. Mais je veux dire, se perdre soi-même, ce n'est pas forcément mourir. Il y a plein de gens qui meurent en ayant parfaitement accompli leurs objectifs de vie et en s'inscrivant parfaitement dans un sens qu'ils avaient consolidé. Néron a été un tyran et il est mort comme tel et il ne s'est pas forcément perdu. Perdre la vie, ce n'est pas forcément se perdre soi-même au sens introspectif que vous avez mentionné. Hein. Si je dois le rappeler, on meurt tous à la fin. Je crois qu'il y avait une vraie différence entre le suicide et la mort, parce que le suicide, justement, c'est une contradiction entre son être principal. C'est se perdre soi-même, justement. C'est quand on se perd qu'on se suicide. Et donc, logiquement, vous nous dites, il y avait une contradiction, il s'est totalement perdu. Et c'est pour ça qu'il s'est suicidé. Il y a des gens qui se suicident pour des idéaux très forts, ceux qui se partent au courage, à la guerre et qui se sacrifient pour autrui. Je ne vois pas forcément en quoi cela mène à une contradiction avec ma thèse. C'est une interprétation que vous faites, mais voyez, l'interprétation, c'est un raisonnement abductif et on peut très bien en faire des différentes. Et en l'occurrence, lorsque la mort de quelqu'un s'inscrit dans un idéal ou dans une trajectoire de vie qui est cohérente, je ne vois pas pourquoi on devrait nécessairement et toujours considérer cela comme une perte de soi-même. Merci beaucoup. Et bien sur le deuxième sujet, à la positive, dans le naufrage, l'égalité existe-t-elle? Pour la joute de Vinci, Corentin. Pas de clair de lune dans le ciel du soir. Le carnage se dérobait de nos yeux perdus dans le noir. Tous aveugles, mais tous conscients de l'horreur, car nul besoin de vue tant l'odeur du sang empestait. Nul besoin de vue lorsque les cris assourdissants des marins retentissaient. Moby Dick condamnait notre navire à un naufrage macabre. Le matelot tentant de réchapper à l'inévitable, le mousse la jambe arrachée par les requins rôdant autour, le capitaine emporté dans les abysses pour toujours. Quelle cruelle mer, qui ne voit pas les hommes qu'elle engloutit. Quelle cruelle égalité que celle d'un naufrage. Mais quittons les flots tumultueux pour les eaux plus douces de la philosophie. Un naufrage, c'est une érosion progressive d'un système jusqu'à son échec, sa perte, sa destruction. À l'échelle de l'humanité, on parle par exemple du naufrage de l'Empire romain, avec les crises politiques, économiques, le renversement des valeurs. C'est l'Empire tout entier qui a pris l'eau. L'égalité, elle, c'est le fait de ne pas présenter de différences fondamentales, car on n'est jamais absolument égaux. Ça, c'est l'identité, et on est uniquement identique qu'à nous-mêmes. Donc on est toujours égaux sur des plans précis. Égaux sur le plan social, égaux devant la loi, égaux face à la mort. Toujours avec l'exemple de l'Empire romain. Dans ce grand naufrage civilisationnel, l'empereur était érigé comme un dieu, perdu dans une démesure totale, comme le dit si bien Alaric. Tandis que l'esclave mendie la moindre miette de pain. N'importe qui d'entre vous ici verrait que c'est inégal. Vous avez raison. Maintenant, est-ce que cela veut dire que pour autant, l'égalité n'existe pas dans le naufrage de Rome? Non, car l'inégalité cohabite toujours avec l'égalité.
malgré toutes les inégalités existantes entre l'empereur et l'esclave, ça n'empêche pas que deux citoyens de la plèbe puissent être égaux, sur le plan social, sur le plan légal, dans leurs conditions humaines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inégalité n'est pas un critère pour montrer qu'il n'y a pas d'égalité. Cela étant dit, dans le naufrage, l'égalité existe car l'égalité perdure. Parce que quand un système fait naufrage, toutes les égalités ne disparaissent pas. Il y en a qui perdurent entre avant le naufrage et durant le naufrage. Par exemple, les conditions sociales peuvent rester égales. Les plus pauvres seront toujours opprimés et relégués au radeau de fortune. Et ça paraît clair, parce qu'il y a des choses qui échappent inexorablement à l'homme et qui, de ce fait, restent égales à elles-mêmes. Dans le naufrage de la vie, la mort frappera également à chaque porte. Dans le naufrage de la vieillesse, le temps s'écoulera également pour chacun. Lamartine le disait très bien. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. L'existence de ces égalités prouve que l'égalité en tant que concept existe dans le naufrage. De la même manière, dans le naufrage, l'égalité se crée. Oui, puisque si ce système évolue, il est normal d'avoir des égalités qui cessent et d'autres qui naissent. À bord du radeau de la Méduse, le lingot d'or vaut-il encore plus que la simple brique? Non, car les dogmes de la société, les valeurs créées par celle-ci ne représentent plus rien sur le radeau. Elles valent la même chose. Donc il y a bien des égalités qui se créent, et dès lors qu'elles se créent, c'est qu'elles existent. Enfin, d'un point de vue purement linguistique, dans la construction même du mot inégal, avec le préfixe in. L'inégalité est définie comme l'absence d'égalité. Vous l'aurez compris, pour faire le constat de l'inégalité, il faut savoir ce qu'est l'égalité. Pour pouvoir dire, ces deux personnes-là, elles sont inégales, c'est qu'il faut avoir à l'intérieur de nous cette notion d'égalité dans l'esprit de toute personne faisant ce constat. À chaque fois qu'on prouvera l'existence d'une inégalité, on prouvera dans le même temps l'existence de l'égalité. Ça y est. Le long fleuve tranquille de la philosophie arrive à son embouchure. Et c'est dans la féerie de tes vagues, ô sublime mer, que je vois jaillir l'égalité. Alors qu'elle nous mène à bon port ou au naufrage, l'égalité s'y trouvera forcément. Car n'oublions jamais que nous sommes tous dans le même bateau. Merci beaucoup. Je vais donc demander à son contradicteur de bien vouloir se lever et lui poser une question. Est-ce qu'on entend? Si Léon Marchand et vous êtes des humains identiques, avez-vous les mêmes chances de survie à une noyade? Déjà, monsieur, premier point, vous confondez identique et égal. Comme je l'ai dit, identique, c'est être semblable en tout point. Or, on n'est jamais également... il n'y a pas d'égalité absolue, donc ça ne vaut pas. Ensuite, vous sous-entendez dans votre question que parce qu'on serait inégal, il n'y aurait pas d'égalité. Mais voyez-vous, nous sommes tous les deux des hommes, nous avons tous les deux bras, deux jambes, donc il y a des points précis sur lesquels nous sommes égaux. Nous serons égaux devant la mort. Donc, c'est pas parce qu'il y a des inégalités que l'égalité n'existe pas. Je retiens deux choses. Nous sommes peut-être égaux face à la mort, mais vous conviendrez que Léon Marchand a plus de chances de survie que vous et moi face à une noyade, ou souffrira dans peut-être des souffrances plus douces. Et deuxième chose, si vous admettez qu'il y a une égalité parfaitement impossible, à ce moment-là, vous prouvez qu'il existe dans le naufrage une inégalité. C'est exactement ce que j'ai montré durant tout mon discours. C'est pas parce qu'il y a une inégalité qu'il n'y a pas d'égalité. Voyez-vous, vous avez pris le cas avec Léon Marchand, mais si vous voulez, je prends le cas d'un de mes collègues, eh bien, on aura tous les deux les mêmes chances de survie dans la noyade. Donc si vous voulez, on peut prendre n'importe quel exemple, ça ne change rien. Le fait qu'il y ait des inégalités, encore une fois, ça ne montre pas qu'il n'y a pas d'égalité, monsieur. Merci beaucoup. Eh bien,
Toujours sur le même sujet, dans le naufrage, l'égalité existe-t-elle? À la négative pour le laboratoire HEC, Alexandre. Vous les entendez? Les voiles qui claquent? Vous les voyez, les mâts qui se plient? Tout est là devant vous. Dans le ciel, une encre noire a obscurci les nuages. Nous sommes sur le radeau et on entend tout là-haut, dans le pire des navires, dans le pire des naufrages, dans le chaos, le vent qui chante un requiem. Alors il y a le capitaine qui scrute à l'horizon la tempête, mais il y a aussi le moussaillon. Le moussaillon voit la faucheuse, elle surgit dans un silence à demi religieux. Et peut-être il a la tentation de penser que oui, l'égalité, c'est cette chose dont on entend parler d'un point de vue philosophique. Mais en vérité, l'égalité dont il est question dans le naufrage, c'est une inégalité de droit. La vérité, c'est que dans le naufrage, l'égalité n'existe pas. Alors il y a, vous en conviendrez, des inégalités de conditions dont on a entendu parler et sur lesquelles on est passé bien trop vite. Si l'on considère qu'il y a une stricte égalité, comme on le prétend, alors tout le monde mourrait au même moment, à la même seconde. Or, les capacités physiques sont différentes, la nature nous a inégalement dotés. Les conditions sociales aussi sont différentes. Le moussaillon, dans la cale, ou qu'importe, est peut-être moins protégé des autres. Il n'y a pas d'égalité. Ils sont peut-être tous promis à une mort, mais ils ne sont pas promis à la même mort. Alors, vous entendez le naufrage au sens métaphorique, et nous sommes d'accord là-dessus, comme une ruine qui suit son cours. Vous verrez que le réchauffement climatique touche inégalement les hommes. Les plus riches appauvrissent la terre, les plus modestes en paient le prix. Les femmes et les enfants d'abord. C'est précisément parce que nous sommes inégaux que nous prenons en priorité compte des plus vulnérables. Ce n'est pas l'inégalité qui naît d'une égalité dont nous concevons, que nous concevons. C'est au contraire le fait d'être révolté par une situation, le fait de penser qu'il y a des injustices, que nous corrigeons structurellement les inégalités pour atteindre une égalité. C'est ce qu'on appelle la politique. C'est ce qu'on appelle la justice sociale dans des naufrages économiques où l'on protège les plus démunis. L'égalité de conditions est donc une fiction que les inégalités naturelles et sociales démentent. Mais il y a pire que cela. Il y a peut-être le risque que l'égalité, nous n'en voulions même pas. Car dans tout naufrage, certains privilégient leur survie. Le naufrage est un échec. C'est ce qui nous malmène comme une plume qui erre dans un cyclone. C'est ce qui nous laisse dans le cœur un douloureux sentiment d'abandon. Et que nous reste-t-il ? Que nous reste-t-il quand tout nous est pris? Et même si nous sommes tous identiques, il nous reste l'instinct de survie. Le naufrage n'est pas donc un accident que l'on subit avec la mer capricieuse. Le naufrage, c'est la loi du plus fort. On ne pense pas aux autres, on ne veut pas l'égalité, on pense à soi. Alors, certains, dans les pires naufrages, profitent de cet instinct de survie. Vous avez parlé du radeau de la Méduse. En 1816, le capitaine Chaumaret a coupé les liens qui reliaient le bateau au radeau et a condamné 150 personnes à la dérive. Dans le naufrage, nous observons donc une lutte vitale sans merci, qui confirme et qui révèle une autre inégalité, une inégalité de valeur entre ceux qui fuient et ceux qui se sacrifient. Alors, nous parlons de dons reçus par la nature, de survie, d'humanité, de démesure. Mais soit, imaginons un seul instant un naufrage sans aucun survivant, tous également promis à la mort. Eh bien, même dans ce cas, la mort ne les rend pas égaux. La mort condamne tout le monde, certes, mais les vivants, voyez-vous, sont cruels. Si elle condamne tout le monde, on ne retient pas tout le monde. Le naufrage implique donc une inégalité de traitement. Le naufrage n'est pas simplement le vestige. Le naufrage, vous avez pris l'exemple de la chute de Rome, c'est un récit,
c'est une histoire. Et si c'est une histoire, c'est une mémoire. Dans cette mémoire, personne n'est égaux. 2 corps sont à la mer. Lequel intéresse l'opinion publique? Sur lequel est-on capable de mettre un prénom? Celui du millionnaire qui s'est perdu en mer ou celui du migrant? Si nous sommes tous identiques, donc dans une situation d'égalité face à la mort serait démocratique, mais le récit, la narration du naufrage, elle, est élitiste. Veuillez conclure. Un tri s'opère. D'un côté, la postérité, la une des médias, les tombes fleuries, et de l'autre, le passé, l'anonymat et l'oubli. De qui retient-on le nom? Le capitaine ou le moussaillon? Merci beaucoup. Je vais demander à son contradicteur de bien vouloir se lever et poser une question. Monsieur, comment pouvons-nous constater des inégalités si l'égalité n'existe pas? L'égalité. Vous l'avez mentionné d'abord comme un concept philosophique. L'inégalité, au contraire, ce serait davantage un ressentiment, le sentiment d'une injustice que l'on ressent. C'est la frustration. L'inégalité est une situation de fait que l'on sent qu'il faut corriger. Alors, vous l'appelez égalité, je l'appelle politique, je l'appelle le fait de structurellement corriger quelque chose qui nous frustre. D'accord. Premier point, au travers de votre réponse, vous me parlez d'inégalité, mais c'est bien parce que vous ressentez ce manque d'égalité, donc que vous savez ce qu'est l'égalité, donc qu'elle existe. Deuxième point, toute votre thèse tient sur le petit prémisse que les inégalités invalident l'existence de l'égalité. Et quand vous dites les enfants et les femmes d'abord, les enfants et les femmes sont à égalité. Deuxième point, quand vous dites que les pauvres sont tous sur le radeau de la Méduse, c'est bien qu'il y a encore une égalité des classes sociales. Quand je dis les femmes et les enfants d'abord, je ne parle pas d'une inégalité ontologique, une inégalité de valeur. Je parle d'une inégalité des capacités physiques. Un enfant ne pourra pas échapper à un naufrage, qu'il soit écologique, en pleine mer ou que sais-je, avec les mêmes capacités d'un adulte mature. Idem pour la mère qui veut protéger son enfant. C'est bien pour cela que nous considérons que nous sommes inégaux, au sens de nous n'avons pas les mêmes ressources pour affronter les mêmes difficultés, que nous mettons en priorité un devoir, je dirais, de vigilance et de protection envers ces personnes. Merci beaucoup. Et bien pour conclure ce débat du côté de la Joute de Vinci sur donc, le sous-thème l'humanité et le naufrage, j'appelle Thomas. Entendez-vous le vent dans les voiles? Entendez-vous les planches qui craquent sous le poids du capitaine? Le matelot, lui, ne l'entendait pas, il était sourd. Son voisin aussi, assourdi par les coups de canon qu'ils ont tirés sur le Moby Dick. Les deux, égaux, face à l'incertitude de la mer. Aucun ne pouvait savoir ce qu'il allait advenir d'eux. Et qu'allait-il advenir? La mort. Pas une grande mort de millionnaire, pas une mort dans la gloire comme le capitaine Ahab, dont on raconte l'histoire des millénaires après. Non. Une mort dans l'inconnu, dans la nuit noire. Une mort égale. Et l'autre chose égale dans ce naufrage, c'est l'oubli. Ces deux matelots, effectivement, nous les avons oubliés. Nous avons oublié tout jusqu'à leur nom. Nous ne savons pas quelle position ils occupaient. Nous ne savons pas quelles étaient leurs amitiés, leurs peurs, leurs joies. Dans ce naufrage, ils étaient égaux, car ils étaient anonymes. Mais là n'est pas la seule source d'égalité dans le naufrage que vous avez omis. Vous avez omis d'élever le sujet. Le concept même d'inégalité découle du concept d'égalité. Pourquoi? Très simplement, par construction. Nous ne pouvons pas savoir que deux choses sont différentes si nous ne pouvons pas savoir que deux choses peuvent être égales.
Comment pourrions-nous constater que nous ne sommes pas dans les mêmes conditions de vie que Bill Gates? Comment pourrions-nous constater que nous n'avons pas le même amour qu'un autre, si nous ne pouvons pas même nous imaginer ce qui serait l'égalité? Conceptuellement, si l'inégalité existe réellement, l'égalité existe nécessairement. Dans le naufrage particulièrement, mais dans le reste de la vie aussi. Et peut-être c'est ce manque de réalisme qui vous aura coûté. Car oui, dans la vraie vie, ne dit-on pas de quelqu'un démesuré qu'il est en train de se perdre? Nous l'avons défini. Nous avons défini ce qui était se perdre. C'est perdre son humanité, c'est perdre ses valeurs. Et vous avez cru nous faire démentir cette thèse en nous expliquant que seuls les puissants dans leur démesure pouvaient se cacher et ne pas se perdre. Mais qui y a-t-il de plus perdu que ceux qui mènent justement le reste de la société à leur perte? Qui a-t-il de plus perdu que ceux qui n'ont plus de valeur que l'argent? Qui est de plus perdu que tout cela? Bien sûr que leur propre démesure les amène à leur perte, une perte bien plus lourde que celle de leur vie, une perte de toute leur valeur, une perte de leur sens, une perte de tout leur héritage. Car oui, le reste de la planète leur en veut. Le réchauffement climatique, vous l'avez dit, est le fait de ces puissants. Et c'est bien la preuve qu'ils se sont tous perdus. Et certes, à notre tour, nous allons nous perdre peut-être. Mais bien sûr, du fait de la démesure de ces puissants. Car ce que nous vous disons, c'est que la démesure de l'homme conduit nécessairement à sa perte. Non pas autre chose, tout le monde n'est pas démesuré. Mais ceux qui sont démesurés, nécessairement, vont se perdre à un moment ou un autre. Alors peut-être que l'on rentre volontairement dans la démesure, peut-être que volontairement, on veut se conduire nous-mêmes à notre perte. Mais ce n'est pas là que nous vous disons. Vous pouvez rentrer les yeux grands ouverts dans un labyrinthe et tout de même vous perdre. Vous rentrez les deux yeux grands ouverts dans la démesure et vous vous perdez dedans. Vous ne voyez pas précisément le moment où vous n'avez plus de valeur. Vous ne voyez pas le moment où vous n'avez plus d'idéaux. C'est Marie Curie qui, dans son laboratoire, veut tant pousser et trouver le curium et l'origine de cette radioactivité qu'elle va finir par perdre la vie. Oui, peut-être qu'elle aura atteint son idéal, mais dans ce processus, elle s'est perdue elle-même. En voulant trouver quelque chose d'extérieur, elle s'est perdue elle-même. C'est cette distinction-là qu'il est nécessaire de faire. On peut tout à fait trouver quelque chose d'externe, mais se perdre. Et donc, nécessairement, quand on dit de quelqu'un qu'il est démesuré, c'est qu'il fait des choses, comme vous l'a dit Alaric, qui sont tellement folles, qui demandent tellement de temps, qui lui demandent de perdre jusqu'à sa propre conscience, alors on dira qu'elle s'est perdue. Et donc, ne soyez pas ceux qui cessent de regarder le ciel dès lors que le soleil s'est couché. Mais continuez de lever la tête pour voir encore briller l'étoile de l'égalité. C'est cette étoile qui illumine notre société. C'est cette étoile qui fait rayonner les valeurs du dévouement et de l'humanité jusque dans les ténèbres de la démesure. Alors, je vous en prie, face à la démesure des puissants, toujours faites briller la lumière de l'égalité. Merci beaucoup. Eh bien, je vais demander à son contradicteur d'avancer et de lui poser une question. Monsieur, quand vous entrez dans un labyrinthe, n'avez-vous pas précisément envie de vous perdre pour vous retrouver ? Peut-être que c'est mon envie. Simplement, c'était une métaphore. Et donc, le problème du labyrinthe de la démesure, c'est qu'on rentre dedans et on ne s'y retrouve plus. Et justement, vous êtes rentré dedans pour ne plus vous y retrouver. Vous êtes rentré dedans avec votre volonté propre. Et donc, vous avez accompli votre volonté propre. Donc, il n'y a pas une perte de votre humanité. Justement, vous avez accompli votre humanité, votre volonté propre qui était la vôtre au moment d'entrer dans le labyrinthe. Oh là, tout cela est bien compliqué. La métaphore est pourtant très simple. On rentre dans ce labyrinthe et on s'y perd. Ce n'est pas parce que notre volonté, peut-être, est accomplie que l'on ne s'est pas perdu. Il y a des personnes qui ont fait des choses tout à fait horribles volontairement et pourtant leur humanité était indéniablement perdue. Dès lors, peut-être que notre volonté est à l'origine de notre démesure, mais cette démesure est à l'origine de notre perte.
Eh bien, pour finir ce choc, du côté du laboratoire HEC, et en général d'ailleurs, sur le sous-thème l'humanité et le naufrage, Brieux. Les voiles ne claquent plus. Elles se déchirent. Les mâts ne se plient plus. Ils rompent. Sur la passerelle, le capitaine seul surplombe le désastre. Abandonnera-t-il son navire, comme Francesco Schettino, qui a lâchement abandonné le Costa Concordia, ou restera-t-il dessus, comme Edward Smith sur le Titanic? Sur le pont, le pauvre moussaillon est impuissant, et il se demande, y aura-t-il assez de place sur les canaux pour ceux qui refusent de tuer pour leur survie? Mais le dernier espoir des naufragés, ce n'est ni le capitaine, ni le moussaillon. Il n'est même pas sur le navire. Parce que là-bas, au loin de sa cabine, le timonier du seul autre bateau à la ronde tient la barre. Il est le seul à pouvoir changer le destin de cette nuit tragique. Il vient de percevoir le signal de détresse et sait ce qui se joue à quelques nautiques. Il sait aussi que l'intervention risque de mettre en péril la vie de son équipage pour peut-être n'en sauver qu'une poignée. Alors à quoi bon? À quoi bon risquer des vies jusque-là en sécurité si on n'est pas certain de sauver celles qui sont menacées? Pour une raison très simple, parce que nous sommes humains. Parce que nous avons au fond de nous cette humanité. Et justement, si le timonier hésite, si le timonier se pose la question, et je m'arrête sur ce point précisément parce qu'il se pose la question, alors que tout semble indiquer que c'est démesuré, que l'issue est incertaine, eh bien précisément, c'est parce que face au naufrage, la seule boussole qui le guide, c'est son humanité. Ce que donne à voir le naufrage, c'est le visage balafré de notre humanité. La communauté qui se fracture, évidemment. Par temps calme, la solidarité est facile. Mais justement, ce sont les temps tumultueux qui nous montrent que cette solidarité n'est pas innée, c'est un choix. Et j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit précisément. Vous nous avez accusés de manquer de réalisme. Alors allez-y, expliquez au moussaillon qui est en train de se noyer que finalement, oh là là, il y avait un concept d'égalité. Donc il est à égalité face au naufrage. Il ne va pas mourir, même si son compagnon a eu un canot de sauvetage plus facilement. Ils étaient à égalité, ils auront la même issue. Vous voyez bien que le réalisme ne s'applique pas là. Vous manquez précisément, vous, de réalisme face à la situation concrète du naufrage, face à la situation réelle des personnes dans un état de détresse complet. Il n'y a pas d'unité de l'humanité. Vous avez justement mentionné l'exemple de la tour de Babel, mais ce n'est pas parce que nous appartenons tous à la même espèce que nous parlons justement tous la même langue, ou que nous sommes nécessairement dans le même bateau. Prenons le naufrage écologique une nouvelle fois, dont vous ont parlé mes deux collègues. Il est censé nous rassembler parce qu'il nous concerne tous. Évidemment, le réchauffement climatique affecte la planète Terre dans sa globalité, berceau commun de l'humanité. Pourtant, face à ce réchauffement climatique, il y a les populations insulaires qui disparaissent sous la montée des eaux, et il y a les occidentaux qui polluent, puis qui commentent. Face au naufrage, il y a ceux qui disparaîtront, et ceux qui diront a posteriori que c'était malheureusement inévitable. Or, face à cette hétérogénéité de l'espèce, c'est l'humanité cette fois-ci comme socle de la considération et du rapport à l'autre qui émerge. Parce que ce sont les temps les plus durs qui révèlent les cœurs les plus purs. Alors, vous nous avez expliqué que vous aimiez tant le grec et la mythologie, et vous nous avez voulu nous parler de l'origine des mots. Très bien, faisons de l'étymologie. Le mot crise vient du grec krinein, trier, distinguer. Le naufrage distingue. Et notre deuxième orateur vous le disait, il distingue ceux qui colmatent la brèche communautaire par leur humanisme et ceux qui sacrifient leur humanisme sur l'autel de l'instinct de survie. Et c'est parce qu'il permet cette distinction, et c'est ici le point fondamental, que le naufrage nous met face à notre humanité. Pas dans le sens où choisir entre se sacrifier ou se sauver fait de nous un être humain moral ou non, mais précisément parce qu'on a ce choix. Parce qu'on pèse le pour et le contre, parce qu'on hésite, parce qu'on tergiverse. C'est précisément cela
qui fait de nous une espèce à part. On n'est pas humain parce qu'on privilégie nécessairement le sacrifice à la survie. On est humain parce que l'on se pose la question de le faire. Alors en ce sens, la véritable inhumanité, justement, ça serait de se cacher derrière l'hypocrisie de dire qu'on n'avait pas le choix. De refuser d'assumer que le choix de la survie a été fait. C'est une question de responsabilité, c'est ce que vous a dit notre première oratrice. L'humanité, c'est une responsabilité de tous les instants, et surtout de ceux où on est confronté à la vulnérabilité. Non, Moby Dick, comme vous nous l'avez dit monsieur, n'a pas entraîné le navire à la perte. Il n'a pas de responsabilité parce que ce n'est pas un humain. Alors oui, le timonier hésite. Il sait qu'il est le dernier espoir, mais il sait aussi qu'il n'est pas contraint de l'incarner, cet espoir. Il ne sait pas encore quoi faire, mais la seule chose qu'il sait, c'est que seul face au choix, seul face au naufrage, il est, quoi qu'il décide, quoi qu'il se passe, et dans la plus parfaite intégrité, Veuillez humain. vous rasseoir. Je vais donc demander à son contradicteur de bien vouloir se lever et poser une question. Pourquoi est-ce que dans un naufrage, 2 et 2 ne feraient plus 4? Alors, je suis désolé de vous le dire, monsieur, mais quand vous êtes en train de vous noyer, vous ne vous posez pas vraiment la question de savoir si 2 plus 2 font 4, si le théorème de Pythagore est encore valable, si on peut encore appliquer Thalès. Je pense qu'il y a d'autres priorités, et donc que la vérité conceptuelle que vous nous mettez sous les yeux n'est pas forcément la réalité du naufrage que nous sommes en train de vivre. Et monsieur, vous n'êtes pas en train de vous noyer, moi non plus, personne ici, je l'espère. Et donc, peu importe les considérations des personnes qui se noient, l'existence tout autour d'eux ne cesse pas. Et donc, même si l'égalité des chances entre ces deux personnes, entre Léon Marchand et Corentin, n'existe pas, est-ce que cela veut dire que le concept même d'égalité n'existe pas? Non. Vous nous prouvez l'inexistence d'une égalité extrêmement spécifique. Nous vous prouvons l'existence de l'égalité en tant que concept. Sauf que la différence qu'il faut faire à ce moment-là précis, c'est que l'égalité dont vous parlez, elle ne sert pas dans le naufrage. On nous demande de considérer l'égalité face au naufrage, l'égalité dans cette situation précise. Et factuellement, face au naufrage, ce que vous a expliqué Alexandre, c'est qu'il y avait une inégalité de capacité, une inégalité de valeur, une inégalité de comportement et une inégalité de représentation. Et ces inégalités-là, elles sont présentes, elles existent dans le naufrage et elles effacent toute l'égalité conceptuelle et utopique finalement que vous mettez sur cette situation qui est, elle, bien réelle. Merci. Bonjour à tous et merci pour le débat d'aujourd'hui. C'était une demi-finale qui était surprenante. On a vraiment eu des bons arguments, des bonnes cohésions d'équipe de chaque côté. On va commencer tout d'abord avec un retour par équipe générale de chacun. D'accord ? Oui. Voilà. Avant d'annoncer les points pour savoir quelle équipe aura remporté le match d'aujourd'hui. Tout d'abord, je trouve qu'il y a eu une bonne cohésion d'équipe des deux côtés. Vous avez bien compris ce qui a été rabâché pendant tout le championnat. Beaucoup d'améliorations des deux côtés parce que j'ai eu la chance de juger tous les membres ici plusieurs fois, si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment, bonne amélioration. Vous avez bien retenu les commentaires qu'on vous a dit précédemment. Pour nous, vous auriez pu être encore mieux, mais c'était vraiment déjà bien. Il y a eu beaucoup de fonds, beaucoup de recherches, beaucoup d'images, beaucoup d'exemples qui étaient pertinents. Donc sur ce point-là, en tout cas, bravo. Moi, je vais faire le général. Ouais, ton retour général. Pour les retours généraux, j'ai trouvé que les affrontements étaient un peu compliqués de vos deux côtés. Même s'il y a eu un affrontement qui a été vraiment, c'est l'affrontement qui prendra de toute façon le MOA, qui était vraiment bien géré. Sinon, c'était, vous avez eu plus de mal à clarifier votre propos qui était dans votre duel sur l'affrontement, et du coup des fois c'était un petit peu dommage et on sentait que l'affrontement vous échappait un petit peu. Voilà. Sinon, en termes de fond, à mon sens, c'était un petit peu inégal entre les deux équipes, où on verra ça tout à l'heure avec les duels et nos justifications. Mais on a trouvé qu'il y a eu plus de difficultés à peut-être comprendre le point d'une des deux équipes, et il y a eu aussi des contradictions
sur certains propos. Voilà. Faites des retours d'équipe. À la fin. Ok. Donc on va passer au point. Je pense qu'on peut commencer déjà par le point du meilleur orateur-oratrice lors d'un affrontement. Je te laisse le faire. Un peu de roulement de tambour quand même. On a décidé de l'attribuer sur le premier duel à Lucie. C'était... Vas-y, continue. C'était un vraiment bon affrontement et j'ai trouvé que tu t'es vraiment bien, pour le coup, vraiment bien servi d'exercice. J'ai cru que tu allais tuer quelqu'un par contre, mais c'était vraiment bien et la manière dont tu as argumenté et dont tu t'es servi pour appuyer ton discours, mais aussi tout le point de ton équipe sur tout ce qui a pu être dit. En fait, tu le traitais dans l'affrontement et c'était vraiment, vraiment bien. Donc vraiment bravo pour ce MO. Du coup, pour le meilleur orateur tout court, lors de sa prestation, un peu de roulement de tambour. Et le point revient à Thomas. Franchement, tout d'abord, bravo d'être passé sans note. Il faut vraiment le mentionner. Je le rabâche à chaque match. Merci d'être passé sans note parce que c'était vraiment bien et c'était sans note. Donc, c'est encore mieux. On va pouvoir passer au point de cohésion d'équipe. Oui. Cohésion d'équipe, un peu de roulement de tambour. Et le point de cohésion d'équipe revient à HEC. Oui. Pour le coup, c'était vraiment bien des deux côtés. Des deux côtés, on a repris des images. Des deux côtés, on a repris des exemples. Mais on a trouvé que c'était un peu plus pertinent du côté d'HEC. C'était peut-être mieux maîtrisé, notamment dans les introductions. Et c'était plus présent, notamment dans la récurrence des exemples et dans le fait d'avoir repris vos arguments à chaque fois pour chacun des orateurs et les avoir retranscrits tout le long de leur discours aux trois. Et du coup, je pense qu'on peut passer à chaque affrontement, ouais, à chaque duel. Je te laisse les annoncer. Ok, très bien. Eh bien, pour le premier duel opposant Lucie à Alaric, on a décidé de donner le point à Lucie. Pour le deuxième match sur le sujet, je sais plus. Sur le sujet, on sait plus. Le point revient à HEC. Donc vous l'aurez compris, HEC remporte cet affrontement parce qu'ils ont gagné 2 échanges et aussi le point de cohésion et le point d'affrontement. On va quand même annoncer le dernier match. Pour le dernier passage, roulement de tambour. Et c'est HEC également qui va le remporter. Bon, en tout cas, bravo pour ce choc. C'était vraiment bien. C'était un choc de demi-finale. Pour des retours plutôt individuels ou d'équipes plus précis. L'ajoute, c'est avec Ilias et moi, je prends eux. Et après, on échange. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas. La finale aura lieu le 1er juin. Le 1er juin à la mairie du 14. Exactement. À 19h30. N'hésitez pas à venir en présentiel et en live. Merci à tous.